Avoir des visuels optimisés avec l'IA, adaptés à son secteur, ça peut paraître basique, mais on va voir ensemble une solution qui s'appelle Miro, qui permet de booster jusqu'à 50% de ses ventes avec des visuels qui sont optimisés, parce que l'IA permet vraiment d'améliorer un contenu existant à moindre coût. C'est un impact énorme pour les entreprises. Les taux de conversion sur les sites peuvent exploser dès qu'il y a du contenu visuel, comme sur l'immobilier, les marketplaces automobiles ou la mode. Et donc pour beaucoup d'entreprises, c'est des changements énormes. Dans ce format podcast, on parle de ce sujet avec Gaëtan qui est directeur de Miro et qui va nous parler justement de l'impact de l'IA dans ces industries. On va parler des cas concrets, des changements à venir sur le marché, mais aussi des conseils pour intégrer l'IA dans son entreprise. Donc c'est sur ce sujet-là très intéressant que l'on va parler avec Gaëtan. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire si vous appréciez le contenu et si vous appréciez ce format. Ça dure à peu près 45 minutes et je vous laisse tout de suite commencer l'interview. Salut Gaëtan. Salut Louis. Pour ceux qui connaissent pas Miro, c'est une startup française qui a été connue pour avoir fait une levée de fonds record en 2019 de 200 millions d'euros. Vous avez fait un pivot stratégique pour vous concentrer sur des solutions de création, de modification de contenu visuel avec l'IA sur des verticales mode, immobilier, automobile. Pour rentrer dans le vif du sujet directement, est-ce que tu peux nous partager le petit wow effect de Miro, des clients de Miro? Alors nous, Miro, depuis qu'on développe vraiment du software, on a une approche où on va pas mettre forcément l'IA au centre du sujet, quoi. On va pas dire on fait de l'IA. On va tout de suite se placer sur le sujet de la problématique qu'on résout en fait pour nos clients. Et en fait, ce qu'on vend, c'est un produit qui résout un problème pour nos clients, quoi. Et on utilise l'IA pour le faire. Donc le wow effect, il vient de ça, c'est-à-dire que quand on fait ça, bah, nos clients, ils s'attendent à ce que ce soit complexe. Souvent, on va remplacer des processus qui sont très manuels. Et nos clients, nos personas types, donc les gens qui utilisent nos produits, sont des gens qui sont assez loin de la technologie. Donc les marques de mode, t'imagines bien, les agents IMO, les concessionnaires auto, enfin c'est des gens qui sont pas chaque jour très proches de la techno et de l'IA. Et donc quand on parle IA, quand on parle solution comme ça, ils ont l'impression que ça va être très compliqué. Et donc ce qui les surprend en général, le wow effect, c'est la facilité d'utilisation de nos outils, et c'est ce sur quoi on bosse aussi, c'est-à-dire qu'on va créer nos produits qui intègrent de l'IA. Donc on va pas mettre l'IA on top, mais on va créer des produits qui intègrent de l'IA en accent sur la facilité d'utilisation pour ces clients qui eux en fait n'ont pas l'habitude d'utiliser ça. Et le deuxième truc en général qui fait un bon wow effect, c'est la qualité des résultats. C'est le plus classique wow effect de l'IA avec des transformations d'images, des modifications d'images, etc. qui sont assez impressionnantes. Donc voilà, je dirais vraiment la facilité d'utilisation et la qualité du résultat, c'est un peu les deux wow effects chez l'ensemble de nos clients, quelles que soient les verticales. Parce que vraiment, le point commun entre nos verticales, c'est que nos clients sont pas des utilisateurs de la technologie de tous les jours. Ça, c'est hyper intéressant, l'aspect de mettre l'IA au centre de la solution. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent en avant l'IA dans leur proposition de valeur, sans forcément mettre aussi en avant le problème qu'ils essaient de résoudre. Alors, on voit beaucoup de solutions AI-powered, et c'est marrant parce que j'avais vu une étude récemment qui indiquait que quand on mettait AI-powered, de plus en plus, les utilisateurs, ça pouvait créer de la méfiance parce que c'est vrai que quand on voit l'IA en gros, on peut parfois se dire « Ah oula, ça va être compliqué pour mes données, ça va être un résultat assez aléatoire, des hallucinations, etc. » Est-ce que tu peux nous parler des différentes solutions que vous avez créées en fonction des verticales et les cas d'usage concrets que vous redonnez? Tout à fait. Alors nous, on a donc aujourd'hui, comme tu le disais au début, trois verticales sur lesquelles on bosse. On a donc l'automobile, l'immobilier et la mode. Et donc le point commun en fait des solutions qu'on va fournir aux différents clients, c'est comment est-ce qu'on peut les aider à optimiser, à améliorer leur contenu visuel pour mieux vendre. Ça c'est le point commun entre les trois. Et donc on est dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis assez longtemps. On avait commencé à bosser dessus dans l'ancien business model de Miro, mais aujourd'hui l'idée c'est de créer ces produits plutôt uniquement avec des solutions logicielles et non pas via du service. Et donc pour ça, évidemment, on a pas mal bossé sur les modèles, etc. Et notre vision sur ces sujets, c'est que l'impact des modèles, que ce soit des modèles très récents ou pas forcément récents, hein, nous on fait pas que l'IA générative du tout, hein, c'est hyper important de le préciser. On fait de l'intelligence artificielle au sens général du terme, dont en partie des modèles qui utilisent l'IA générative. Et notre vision, c'est que l'impact de ces modèles, il est maximisé quand on les applique à des secteurs super précis. On se positionne pas du tout comme
une entreprise qui fait des méga modèles ou des modèles qui sont appliqués à tout le monde, même des modèles assez communs. Par exemple, on pense à des modèles d'upscaling, donc c'est comment on améliore la qualité d'une image en augmentant le nombre de pixels, grosso modo, ou des modèles de débruitage. Même ces modèles-là, on va les verticaliser. Donc ça, c'est notre approche. Et comment on fait ça? En fait, on a créé de base une plateforme centrale qui permet d'optimiser le traitement des médias. Donc ça, c'est vraiment notre cœur, on va dire, technologique. Et ensuite, cette plateforme est utilisée par des équipes qui vont, elles, développer en fait un produit qui va répondre à une verticale particulière. Et donc les algos, les modèles, etc., sont créés par ces équipes-là. Ils vont juste être processés ensuite par cette plateforme justement de traitement de médias. Et notre vision, c'est vraiment que par la spécificité de la data, notamment, et des modèles, mais encore plus de la data, on arrive à créer des produits qui sont hyper spécialisés pour les clients et qui répondent beaucoup mieux à leurs attentes que des modèles plus généralistes ou des approches plus généralistes de l'IA, comme peuvent le faire d'autres entreprises. Et donc, il y a un point qui est évidemment la spécificité de la data, qui va nous permettre d'avoir des modèles qui sont plus pertinents pour répondre aux problématiques. Et le deuxième point, c'est quelque chose qui est de l'IA ou pas forcément de l'IA, d'ailleurs, c'est l'intégration dans les vraiment problématiques et l'écosystème de ses clients. Et on n'a pas du tout une approche de dire on fait juste un algo, une API, voilà. On est vraiment intégré dans l'écosystème des acteurs automobiles, des acteurs de l'immobilier, des acteurs de la mode, parce que c'est ça qui pour nous répond à leurs problématiques. Alors oui, au milieu il y a de l'IA, il y a une plateforme de traitement de médias qui est un peu notre cœur de métier, mais la partie, on va dire, front, enfin, la partie qui parle au client, ça là, est très spécifique et l'intégration dans l'écosystème est très spécifique aussi. Ok, ouais. Bah, c'est le point que tu soulignais du début de simplicité. C'est vrai que la petite simplicité, forcément, vous fait pencher sur comment s'intégrer aux process existants parce que les process en immobilier et en mode sont complètement différents. En fonction des solutions par secteur, vous avez développé des fonctionnalités précises sur les secteurs. Est-ce que tu peux nous partager Bien sûr. le besoin, par exemple, d'un secteur et la solution que vous avez développée et comment après les utilisateurs l'exploitent? Oui, bien sûr. Donc en fait, Miro, c'est vraiment le nom de l'entreprise au sens groupe, vraiment le nom de quasiment la technologie en fait. Et ensuite, on a trois produits. On a un produit dans l'immobilier qui s'appelle ProperShot, qui est une application mobile et web qui est un outil pour les agents immobiliers qui leur permet de créer une annonce attractive en moins de 5 minutes à partir de leur smartphone. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on va retoucher les photos, on va leur permettre d'éditer, de rajouter des éléments, d'en enlever, de créer une description automatisée de leur listing, enfin, pas mal de choses qui sont toutes, voilà, qui est vraiment un outil pour les agents immobiliers. Ça s'appelle ProperShot. Ensuite, on a un outil qui s'appelle CarCutter. Euh, Grosso modo, dans le monde de l'automobile, permet à la fois à des concessionnaires, mais aussi à des places de marché automobile, d'optimiser leur visuel. Donc pour des concessionnaires, ça va ressembler pas mal à l'idée de ce que je viens de décrire sur ProperShot. C'est une application mobile qui permet aux concessionnaires de prendre des photos de leurs véhicules d'occasion, qui va les mettre dans un beau showroom automatiquement, flouter la plaque, détecter où sont les pneus, quel type de moteur, permettre de rajouter des infos, etc. Et pour les places de marché, ça va être la même chose, mais plutôt via API, donc parce que les places de marché n'ont pas les véhicules en face d'eux. Le troisième produit dans le domaine de la mode s'appelle AutoRetouch, qui lui est un outil d'editing, mais aussi de génération de visuels pour le domaine de la mode, en particulier dans la création de visuels professionnels pour vendre, de visuels avec des mannequins, de visuels sans mannequins, d'algo un peu différents. Mais voilà, ça s'appelle AutoRetouch, le troisième produit. Ok. Hyper intéressant et c'est vrai que chaque fois vous intervenez sur des problématiques différentes. Et là-dessus, en termes de chiffres pour ces utilisateurs, est-ce que tu as des retours déjà sur, pareil, c'est rien en variant sur les secteurs? Ouais, donc en fait, on va avoir deux types on va dire, d'arguments de vente, d'impact. On va avoir des secteurs / des types de clients pour lesquels ça va être plutôt de l'impact directement sur le chiffre d'affaires, en fait, d'augmentation du taux de conversion. Grosso modo, on vend quand même des visuels pour vendre en ligne. Donc la clé, le nerf de la guerre, c'est les taux de conversion. On sait par exemple que pour nos marketplaces automobiles, c'est plus de 50% d'augmentation du taux de conversion de la page de recherche où tu vois tous les véhicules à la page de détail du véhicule, qui est un élément hyper important du funnel sur un ensemble automobile. Ouais. Et l'autre type d'impact que tu peux avoir chez d'autres types d'acteurs, voire chez les mêmes acteurs d'ailleurs, c'est un impact sur les coûts directement.
Donc là n'est pas une augmentation de ta top line, mais plutôt une diminution de tes coûts en dessous. Et là, tu as des mesures de temps. Donc, par exemple, le ProPershot, ça permet à un agent immobilier d'avoir une annonce avec des visuels de qualité incroyable en 5 minutes versus 12 à 24 heures avec un photographe pro comme ils peuvent Ah ouais. avoir. Et dans l'automobile aussi, tu as la même chose côté prise de photos de véhicules d'occasion. On a eu des calculs de certains de nos clients. Alfartis, qui est un énorme dealership, concessionnaire, pardon, allemand, ils ont gagné sur l'année dernière 600 000 euros de gains de coût avec l'utilisation de la solution. Donc voilà, soit des mesures en temps, soit des mesures directement. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Dans la mode, on va remplacer à la fois du shooting, pour le coup, on dit shooting même en français, de mannequins dans des studios à l'autre bout de la planète où tu vas faire balader les mannequins, les fringues, etc. par de la génération IA. Donc, c'est des énormes gains de coûts au moment de générer des visuels professionnels pour leur site de vente, quoi. Voilà, c'est vraiment soit top line, augmentation de taux de conversion, plus difficile à mesurer, on va dire, mais plus sexy pour les clients et très important, soit de la diminution des coûts directement. Ok, hyper intéressant. Et puis, c'est vrai que les chiffres que tu partages sont assez clairs. Et c'est un impact énorme. Parce que c'est vrai que parfois aussi, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dans le secteur. Mais tu as mentionné donc, dans l'immobilier et dans la mode, c'est vrai qu'il y a beaucoup, par exemple, quand un agent fait une visite immobilière auprès d'un propriétaire, souvent, si jamais il récupère le bien, il va devoir prendre un rendez-vous avec un photographe professionnel, donc ils vont caler une session, ils vont repasser ensemble, ou sinon ils laissent les clés, etc. Mais il y a une organisation à avoir, des échanges, c'est quand même beaucoup plus long, chronophage et coûteux aussi. Et pareil pour la mode, fashion. Ici, il y a carrément des process qui sont supprimés et remplacés. Donc hyper intéressant. Il y a un point aussi que je trouvais intéressant sur le fait que vous insistez pas mal sur, et toi dans ton discours là, sur la qualité du rendu, sur les annonces et sur les autres exemples. Après, il y a aussi un aspect de quantité. Comment tu t'observes ce changement de process interne pour pouvoir gérer des productions de grande échelle de contenu pour les marketplaces en automobile par exemple, ou même les annonces, alors, tout en ayant une meilleure qualité. Alors déjà, l'IA, c'est une réponse avant tout chez les clients à la quantité, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est ce qui va leur permettre, dans n'importe quel domaine, de traiter des images donc plus rapidement et donc en plus grande quantité sur un même temps imparti. Et nous, ce qu'on observe et notre positionnement aussi, c'est que en B2B, tu ne pourras pas dégrader la qualité au profit de la quantité. Ça, c'est un truc qui n'est pas possible en B2B, que tu trouves en B2C. Hein. Plein d'outils B2C qui te permettent de faire plein de trucs sur ton téléphone grâce à l'IA. Et en fait, pour les réseaux sociaux, etc., tu t'en fiches que ce soit qu'il y ait un échec sur 100 ou je sais pas quoi, ou qu'en fait on coupe ton oreille. C'est pas grave, c'est pas le but. En B2B et particulièrement dans les domaines où l'image, le visuel est au centre de la vente, donc la mode évidemment, l'automobile très mature sur l'image et l'immobilier, je t'en parle même pas. C'est des domaines dans lesquels tu peux pas te permettre d'avoir une problématique de qualité à un moment ou à un autre. Ouais. Et l'IA, comme on le sait tous, voilà, on est assez conscient du sujet, ça a un pourcentage de réussite, quoi. Ça peut être 99, comme ça peut être 90, comme ça peut être 99,9 selon les sujets. Et donc nous, notre approche là-dessus, c'est de dire on peut pas réduire la qualité au profit de la quantité. Et donc c'est pour ça qu'on a cette approche de avoir toujours un quality check, une vérification de qualité pour les clients s'ils le souhaitent. Évidemment, s'ils le souhaitent pas, ils l'ont pas. Et on a mis en place une énorme machine opérationnelle pour pouvoir en fait, en temps quasi réel, faire de la vérification de la qualité et de la correction si nécessaire. Et c'est là où on apporte une expertise aussi. C'est-à-dire que bah oui, quand tu as des algos qui traitent tous les types d'images, tu peux avoir l'expertise de corriger aussi bien une photo de portrait qu'une photo de mode, qu'une photo d'immobilier. Nous, on a cette expertise-là qui vient notamment de notre business model passé, hein, évidemment. Mais on va garder cette notion de vérification de qualité qui est un must, enfin, est obligatoire en fait pour ce type de clients B2B et notamment dans certains domaines encore plus que d'autres, mais dans tous en fait. Il y a peu de vendeurs e-commerçants B2B pro qui sont pas des petits commerçants. Ils vont en fait être OK pour baisser la qualité au profit d'une quantité ou d'un gain de temps, c'est pas possible, ou d'argent même.
Le gain, il est plutôt dans le fait de pouvoir faire mieux et d'améliorer, d'augmenter son taux de conversion, comme tu disais, pour booster ses ventes, plutôt que de faire plus, dans l'espoir, peut-être de toucher plus de monde, mais au final, de créer une expérience qui peut être peut-être un peu moins bonne, ce qui fait que c'est plus difficile quand même après d'aller, même si on arrive à attirer avec une quantité importante de contenu. Enfin, Tu vas pouvoir, grâce à l'IA, en gardant cette possibilité de check de qualité, qui nous, je pense, c'est un autre très gros avantage sur le marché, concilier en fait la quantité et la qualité, quoi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir réduire tes prix, gros, parce que grâce à l'IA, tu vas pouvoir faire des quantités énormes. Et comme tu auras un taux de performance de ton IA de X%, le reste, tu pourras le compenser par de la vérification de qualité qui est nécessaire en B2B. Mais grosso modo, ton prix moyen ou ton coût moyen ou ton temps moyen sera quand même bien inférieur de ce qu'il y avait comme expérience avant, qui était en fait des grosses opérations manuelles, longues, chronophages, et qui coûtaient très cher du coup à toutes ces entreprises. ouais. Et l'option, parce que j'ai l'impression que c'est l'option que vous proposez de vérification. Aujourd'hui, ça, vous le gérez comment en interne? Est-ce que c'est une solution que vous avez développée qui repasse derrière pour identifier, tu vois, une qualité qui est pas forcément au standard de ce que vous observez sur le marché, ou manuellement, ou ça peut être une combinaison des deux? Comment? Ouais, c'est un mélange. Alors, je suis pas un expert des algos moi-même, mais dans l'idée, tu as des algos qui peuvent checker un certain nombre de défauts de la qualité. Et après, nous, on a aussi manuellement en fait des vérifications en fait en quasi temps réel qu'on a internalisé. On va dire une machine opérationnelle très efficace qui nous permet en fait de vérifier et de faire des corrections s'il y a besoin. Et c'est ce qui nous permet aussi à la fois de réentraîner nos algos, donc ça c'est une grosse force, et de monitorer la qualité de ces algos. On va très bien voir de façon très concrète si jamais en fait on a 1% de retouches, ou si on en a 3, ou si on en a 4, 5, et voilà. Donc c'est vraiment un truc qu'on a mis en place et qui est assez spécifique à nous, qui vient un peu de notre on va dire ADN opération, qui était un peu une des forces, on va dire, de Miro dans le passé. Donc, on avait un business qui était vraiment commercial et opérationnel à l'origine. Et donc, on a gardé cet ADN-là, cette force, cette connaissance pour en faire un atout, même dans le développement de nos produits IA, et qui nous donne vraiment un cran d'avance dans des discussions avec des gros acteurs face à des compétiteurs qui peuvent pas du tout fournir ça. Que ce soit parce qu'ils ne sont pas dans leur ADN, ou parce que, c'est quand même assez compliqué de gérer des centaines de personnes qui font ça, ou parce que c'est pas leur positionnement. C'est vraiment, ouais, c'est top de pouvoir, j'imagine aussi d'un point de vue client, avoir cette sécurité, cette confiance dans le résultat. Hyper intéressant pour basculer un petit peu sur la partie évolution du marché IA, sur la partie contenu photo. On a pas mal, on parle d'optimisation, de création. Toi, comment tu vois le développement des différents secteurs et de tes clients sur cette partie visuelle? Comment tu vois avec l'IA et le développement de la techno, l'évolution côté consommateur, on va dire? Alors, si tu parles de comment évoluent les visuels, on va dire, à destination des consommateurs, Ouais, nous vers quoi on va tendre? nous on voit vraiment deux choses assez majeures. On voit d'abord une diversification du type de visuel. Ça, c'est quelque chose Ok. qui, sur le marché, alors plus ou moins rapidement selon les verticales, les industries, et quelque chose qui commence à être prédominant. À l'origine sur du visuel fixe, de la photographie classique. On va de plus en plus aller vers de la vidéo, vers de la 3D, vers de la réalité virtuelle, vers un nombre de choses beaucoup plus, on va dire, interactives qu'avant. Alors selon les domaines, ça va plus ou moins vite, hein. Il y a des domaines sur lesquels nous, on bosse beaucoup dessus, notamment l'automobile, qui est un milieu assez mature sur la photo depuis longtemps, et qui commence à aller vers justement cette notion d'interaction plus profonde avec l'utilisateur par de la 360, de la 3D, de la réalité virtuelle. Dans l'immobilier, ça a été pas mal aussi le cas, notamment au moment du Covid, beaucoup les visites virtuelles, tout ça. Dans la mode, encore un peu plus conservateur comme milieu, évidemment, mais on voit aussi le développement de ces choses-là. Donc ça, c'est le premier truc, c'est vraiment une multiplication des types de médias. Donc c'est un sujet qui pour nous est super important, parce que du coup, vu qu'on
on traite l'ensemble de ces médias via l'IA, il faut être capable demain de traiter aussi les vidéos, de créer de la 3D, de créer voilà. Donc, il y a pas mal de boîtes qui s'attaquent à ce sujet en ce moment, c'est pas mal en effervescence et c'est très intéressant. Et le deuxième trend un peu, enfin tendance de fond, c'est je dirais que c'est la personnalisation de l'expérience client. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde au niveau des visuels va être au service de comment est-ce qu'on peut personnaliser de plus en plus l'expérience de l'acheteur, du consommateur. Et ça, on le voit notamment dans les outils IA, etc., par en fait des possibilités d'adapter le visuel ou les visuels quels qu'ils soient au client ou tout simplement de façon plus macro à la région, par exemple, ne pas fournir les mêmes visuels que ce soit en mode, en automobile, etc. Quand tu vends aux US, quand tu vends en Europe ou en Asie, et de façon même plus micro que ça, comment est-ce que certaines entreprises, et nous c'est notamment le cas dans la mode, travaillent sur des solutions qui permettent de varier les visuels en fonction des personnes qui sont là ou tout simplement d'apporter déjà plus de variété plutôt que d'avoir toujours le même ou la même mannequin standard, toujours stéréotypé, avoir différentes variétés de mannequins, des sujets de diversité qui sont assez importants, et notamment actuellement. Donc voilà, donc on va de plus en plus dans l'ensemble des domaines, hein, je pense que c'est pas du tout propre à ceux dans lesquels on est, vers une personnalisation de l'expérience client qui est clé et sur laquelle les marques bossent, surtout quand en fait l'IA leur permet d'y répondre à moindre coût par rapport à avant, quoi. Ça Ouais. c'est clair. Hyper intéressant cet aspect d'ultra personnalisation euh, et, euh, et aussi de l'omniprésence du contenu vidéo. Parce que c'est vrai que d'ailleurs, on le voit de plus en plus sur les modèles qui génèrent des images de plus en plus qualitatives. Et c'est vrai que le step de pouvoir animer ces images de quelques secondes et créer des wow effects hyper intéressants, hyper agréables. Et j'imagine que c'est sûrement quelque chose sur lequel vous allez aussi tendre, de pouvoir partir d'une photo de qualité et l'animer quelques secondes pour faire un hook pour l'utilisateur qui est sur la plateforme. Sur l'ultra personnalisation, pour se rendre compte, est-ce que tu as des petites... tu penses à quelques points, par exemple, je sais pas, sur l'automobile, tu verrais une ultra personnalisation dans le sens où, en fonction du parcours de l'utilisateur, des informations qui sont récoltées, s'ils sont historiques, une personnalisation dans l'arrière-plan, Ouais, tu peux. Moi, je pense. Donc, initialement, ça a commencé. On a vu ça il y a une dizaine d'années. Je pense les configurateurs, c'était un peu la personnalisation, mais à la demande, quoi. Donc, tu pouvais changer le visuel de ta voiture, etc. Si jamais tu veux pouvoir voir la voiture dans une couleur différente, est-ce que tu as besoin de l'avoir vraiment re-shooté dans une couleur différente? Ça, c'est ouais. probablement. Enfin, la réponse est non, quoi. Euh, et après, tu peux aussi faire varier effectivement le fond. Et tu peux aussi mettre en fait un background, enfin un fond derrière ta voiture qui dépend de où se situe ton client. Tu peux créer un visuel qui en fait d'une voiture va pouvoir être vendu sur 10 plateformes différentes avec un fond différent, avec une plaque où il y a marqué le nom. C'est la Ouais, personnalisation ouais. qui soit va être dépendre de la marketplace, donc la place de marché sur laquelle tu vends ou de la concession, soit va dépendre du client. T'as maintenant dans l'URL, tu peux indiquer un certain nombre de choses qui dépendent de ta géographie, là où tu achètes, est-ce que tu es plutôt en ville ou machin, on va te mettre un visuel qui va être plutôt citadin ou plutôt campagne. T'as ça. Un exemple qui est hyper parlant, c'est dans la mode aussi, quoi. Dans la mode, en fait, le fait de pouvoir avoir un mannequin qui ressemble à toi ou qui, grosso modo, Ah ouais. ressemble à ta morphologie, demain, te dire, ok, finalement, cette fringue, ça me va pas du tout avec ma morphologie. Tu vois, ça, c'est des choses sur lesquelles moi j'ai bossé dans la première boîte notamment. C'est des trucs hyper clés dans la personnalisation et très recherchés côté mode, qui sont en train d'être de plus en plus matures côté technologie aussi. Ok, ouais. Ah, hyper intéressant et c'est vrai que c'est des exemples explicites qui nous parlent. J'avais remarqué qu'en ce moment, bon, c'est pas mal à Paris, à Berlin, Canada. Est-ce que votre défi actuellement et sur le marché aussi de ce sujet-là, il n'est pas plus d'ordre humain pour convaincre les, les marques de l'intérêt de la techno et de passer du temps en fait dessus, ou est-ce que au contraire ils sont déjà convaincus et en fait c'est une intégration dans leur process qui est plutôt le challenge, Alors ou c'est assez même ailleurs. variable. C'est assez variable. Ouais, c'est assez variable parce que
Donc c'est un peu la complexité de ce qu'on fait, c'est qu'on est sur plusieurs business différents, avec des stratégies go-to-market assez différentes, et effectivement de la maturité sur ces sujets-là qui est très différente. T'as des domaines dans lesquels les entreprises sont assez en avance sur les sujets visuels, donc sur lesquels en fait il y a déjà un écosystème de gens qui font ce qu'on fait, ils le font probablement différemment, etc. Mais le besoin est là, le budget est là, et donc bah, voilà, aller vendre, c'est assez clair. Donc, c'est le cas notamment de l'automobile, un marché qui finalement est très mature sur l'image, sur le fait qu'il y a besoin d'une photo pour vendre, qu'il y a besoin d'une belle photo, qu'elle soit bien cadrée, que c'est le bon angle, etc. Ça, c'est assez mature. Et donc, du coup, notamment dans l'automobile, on est aujourd'hui dans un domaine où, quand on va parler à quelqu'un, il sait ce qu'il faut. Enfin, il utilise autre chose pour l'instant, mais il sait qu'il a besoin, quoi. Donc, plus facile. Et donc là, les défis sont plutôt effectivement dans l'intégration, pour le coup, parce que c'est un domaine très compliqué niveau intégration. Notamment nous, en automobile, on fait plus de 50% de nos chiffres aux US. Il y a pas mal de sujets d'intégration, ce qu'on appelle les DMS, qui sont les Dealer Management Systems, qui en fait sont un peu comme des agrégateurs de l'ensemble des annonces immobilières, des annonces automobiles pour le coup, pour les dispatcher sur les plateformes de vente. En revanche, tu vois, si on prend l'extrême opposé, dans la mode, c'est un milieu qui est beaucoup moins mature sur l'image, au sens où beaucoup plus encore cadré, etc. Et donc là, tu as beaucoup plus une phase d'éducation du marché, de leur dire bah oui, en fait l'IA, ça peut remplacer un paquet de trucs que vous faites aujourd'hui à la mano. C'est une solution, quoi. Et là, il y a beaucoup plus d'éducation, alors que l'automobile, pour le coup, l'IA, c'est un truc un peu plus ancien. Et donc là, il y a beaucoup plus une partie éducative, en plus d'être un vrai défi technologique, parce que du coup, de facto, comme en fait le marché est moins mature, bah, les gens se sont moins adressés au sujet, ont moins trouvé les solutions, etc. Et donc il faut les trouver. Donc, l'œuf et la poule, parce que quand tu trouves les solutions, tu vas plus facilement convaincre ton marché. Mais il y a un vrai sujet d'éducation dans certains marchés, notamment la mode, un petit peu l'immobilier, et moins dans d'autres. Et sur cette partie éducation, est-ce que les freins sont parfois, en fait, quand on parle, même c'est souvent le cas, quand on parle d'IA, on a un peu la peur de se faire remplacer, de se demander qu'est-ce qu'on va faire à la place en termes de. En fait, il y a souvent un transfert de la valeur ajoutée par le collaborateur de l'entreprise. Comment tu abordes ce sujet-là et est-ce que tu observes comme ça des transferts de valeur? Donc là pareil, la réponse va pas mal dépendre un peu des types d'acteurs. Si tu prends l'immobilier, par exemple, c'est clairement vrai. Aujourd'hui, le temps qu'ils passaient à soit eux prendre les photos, essayer de les retoucher parce qu'ils ouvraient Photoshop, ils n'avaient pas l'habitude, et un petit peu, ou alors il y a une personne dans l'agence qui sait faire du Photoshop, c'est lui qui va tout faire, etc. Bah, ça leur permet en fait d'aller prospecter et vendre plus. C'est clair et net. Et ils sont d'ailleurs à la recherche souvent, sauf quand le marché est à la baisse et qu'ils ont plein de temps, ce qui est un peu le cas actuellement, ils sont à la recherche de choses qui les aident à être plus efficaces et à vendre plus. Ça c'est clairement une réponse. Et par ailleurs, dans un marché qui est plutôt dynamique, quand il est dynamique, le fait de pouvoir mettre une annonce en ligne en 5 minutes au lieu de 24 heures, tu gagnes du temps sur tes concurrents, quand tu n'as pas un bien exclusif, un mandat exclusif, etc. Après, il y a d'autres domaines dans lesquels c'est un peu différent. Donc, la mode, par exemple, c'est un domaine dans lequel, en fait, l'externalisation des process que nous on remplace a déjà été faite depuis assez longtemps. Donc aujourd'hui, ils travaillent beaucoup avec des boîtes externalisées, surtout en Asie, mais pas que. Et donc du coup, nous, on vient remplacer une partie de cette externalisation en disant, en fait, garder ces sujets-là pour des produits, et on va dire des cas d'usage beaucoup plus complexes ou des produits beaucoup plus luxe, etc., sur lesquels il faut vraiment un œil et on peut payer 10 euros l'image, il n'y a pas de problème. En revanche, 95% de votre production, vous pouvez la faire via l'IA avec juste un check, quoi. Donc là, sur ces sujets-là, il y a plus une éducation parce que c'est un remplacement de boîtes qui avaient pris l'externalisation. Et parfois, plus rarement, mais d'équipes en interne, ça peut arriver. Et donc là, il y a des vrais sujets d'éducation et de discussion de voilà, sur quoi on va les mettre demain, pourquoi on fait ça. J'ai envie de dire, c'est pas notre problème à nous, mais en revanche, on a ces discussions avec le client et c'est parfois ce qui est un frein à la signature d'ailleurs. C'est-à-dire que bah oui, il faut l'impact de l'IA sur certaines tâches un peu répétitives, etc. Est réel et je pense que ça devrait dispatcher les gens sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, mais c'est plutôt le client qui va bosser là-dessus que nous. Nous, l'impact financier qui est énorme aussi et l'efficacité aussi en termes de quantité de SLA. Ok, donc c'est vrai qu'il y a une question possible de réorganisation interne de certaines entreprises
en utilisant, qui est hyper intéressant parce que tout ce que tu partages à la fois, parce qu'on sent qu'il y a du concret aussi, des exemples. Pour terminer sur une note un peu plus, toi particulièrement, ou vous en interne, comment vous arrivez à suivre le rythme, tu vois, des avancées de l'IA? Le truc, c'est que le bruit, c'est surtout des gens comme nous qui sommes bruités par ces trucs-là. Je pense que les gens qui sont vraiment experts, ils sont assez vite peu bruités. Alors moi, clairement, oui, tu vois, il y en a partout. Je sais, pourquoi on n'utilise pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Évidemment, parce que je suis pas un expert dans le domaine et que c'est pas mon rôle non plus. En revanche, effectivement, nous, déjà en interne, on a des gens qui connaissent bien le sujet, c'est-à-dire qu'ils sont experts et pour le coup, c'est comme moi, je sais tout ce qui se passe dans je veux dire, l'écosystème startup, on fait enfin, la partie stratégie, etc. Eux, de leur côté, ils savent tout ce qui se passe et ils savent tirer ce qui est intéressant de ce qui ne l'est pas, quoi. Donc déjà, nous, le bruit sur ces trucs-là, eux, ça l'atteint moins. Et nous, par ailleurs, donc on a à la fois cette volonté d'être évidemment à jour. Donc on se partage, on a des channels Slack sur lesquels on va partager toutes les news qu'il peut y avoir sur ces sujets justement d'IA, de nouveaux modèles. On va participer à des conférences. On va aussi avoir en interne un peu des guildes matricielles pour partager des sujets, même si on travaille pas sur les mêmes industries, pouvoir partager le nouveau modèle. Donc on a à la fois un partage de l'information qui soit vers l'interne, mais aussi depuis l'externe, donc les conférences, etc. Et puis ensuite, pour moi, c'est aussi un peu ça fait partie de leur métier en fait, de savoir ce qu'il faut ressortir ou pas ressortir. C'est vrai que nous, à notre échelle, on va voir ça comme beaucoup de bruit. Pour eux, ça en est moins. Enfin, en tout cas, quand je discute avec eux, en tout cas, ça les inquiète moins ou ça les impressionne moins que ce qu'on voit. Par contre, ils sont complètement alignés sur le fait qu'il y a beaucoup de choses, mais ça fait partie de leur boulot tu vois, de voir, bah, est-ce que c'est intéressant de prendre le nouveau modèle de Perplexity ou pas de le prendre, de les tester. Ils font beaucoup de tests, beaucoup, beaucoup de tests, un peu rapides. C'est pour ça qu'on a des datasets prêts pour, en fait, dès qu'il y a un nouveau modèle, on peut tester rapidement pour voir si déjà ça vaut le coup de creuser ou pas creuser, quoi. Ok, ouais. Ok, intéressant. Beaucoup d'expérimentation ok. Ouais, énormément, énormément d'expérimentation. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont eu cette approche dès le début, tu vois, genre, moi, quand je disais, bah, il faudrait compter et faire des tests en une semaine, etc., avec un dataset, quand tu as les bonnes personnes et qui savent de quoi ils parlent, c'est assez rapide. Ouais. Quel conseil tu donnerais, ouais, pour à un dirigeant d'entreprise, entrepreneur, collaborateur qui souhaite se pencher sur le sujet, avancer, par où commencer? Parce qu'il y a tellement de choses. Je pense que c'est un peu comme nos clients, quoi. Faut voir où sont les où sont les problématiques à résoudre, où sont les lenteurs, où est-ce qu'on pense qu'on peut aller plus vite, etc. Déjà pour faire un premier filtre sur ce qui peut t'aider. Ensuite, c'est sûr que on va dire l'explosion de l'usage B2C lié au LLM, etc. a donné des idées à beaucoup de gens. La problématique est pas tant la prise de conscience initiale, c'est plutôt comment t'enclenches la machine derrière, quoi. Et ça, c'est un truc auquel nous on a essayé de s'attaquer aussi. Donc on a mis en place plusieurs initiatives pour répondre à ça. Donc déjà, grosso modo, donner accès aux gens aux outils. On va pas aller payer des comptes à tout le monde sur tous les outils. Tu vois, dès qu'il y a des sujets comme ça, on va essayer de massifier l'usage de ces outils. Donc ça c'est la première chose, donner accès aux gens, sinon c'est compliqué pour tester. La deuxième chose, c'est mettre en valeur les utilisations. Donc on a, tu vois, ça met un peu de temps à partir, mais on a, tu vois, des channels Slack, AI Wins, où en fait on va dire, bah en fait voilà ce que j'ai fait, avec quel outil, pour faire quoi, ça m'a donné quoi comme gain, etc. Voilà, donc on essaye de lancer ce genre d'initiative pour montrer aux gens en fait quels sont les usages concrets. Parce que souvent les gens en fait ils vont le faire, mais ils vont le faire que pour un usage, par exemple que pour la traduction. Je sais pas, ils vont aller sur Claude, ChatGPT ou je sais pas quoi juste pour traduire. En fait, il y a 1000 autres usages qui peuvent être super pertinents. De utiliser un plugin Chrome sur leur Google Sheet pour remplacer toutes leurs colonnes par je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a 1000 choses. Et donc voilà. Donc le but c'est de pousser les gens à partager ça. C'est pas facile parce que ça prend du temps. Donc c'est pas facile. Je pense qu'un autre truc, c'est de montrer un peu l'exemple, tu vois. Donc moi, je dis que moi aussi j'utilise beaucoup, que c'est hyper important, etc. Je pousse les managers à poser la question à leurs équipes, à voir si pourquoi ils n'utilisent pas GitHub Copilot, pour voilà, traquer un peu l'usage. Ça, je pense que c'est très important aussi. Et puis voilà, puis je pense que c'est aussi
malheureusement, entre guillemets, mais aussi c'est normal, à un travail d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur, OK, je vais pas gagner de temps, etc. Il faut leur faire comprendre que c'est juste un outil de productivité. C'est un outil de productivité comme un autre. Avant Excel, on pouvait écrire les chiffres et faire des calculs sur une feuille, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est comment est-ce qu'on va leur montrer quels sont les vrais usages. Et cibler les bons usages, pas perdre de temps non plus. Mais comment leur montrer ça? Donc il y en a des plus ou moins connus, on va dire, sur le marché. Il y a GitHub Copilot et des choses comme ça. Il y a les Claude, ChatGPT et tout cela pour tout ce qui est rédaction particulièrement. Il y a des choses sur le speech to text. Enfin, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Et c'est un travail de fond, d'éducation, je pense. Ah ouais. Des gens qui sont plus ou moins à l'aise, plus ou moins conscients de ce que ça peut leur apporter. Ok. Et non, mais clair aussi sur le partage d'expérience, utiliser des outils, tester et ouvrir ses chakras aussi sur plein de sujets, pas seulement sur un truc très, très spécifique. Ok. Et dernière question pour en quelques mots. Toi, on va dire l'innovation en IA qui t'enthousiasme le plus, t'excite le plus à venir, c'est quoi? C'est une très bonne question. Si je reste sur le visuel, parce que c'est un domaine que je commence à plutôt bien connaître, il y a deux domaines qui, moi, je trouve très, enfin, puissants, intéressants, enthousiasmants, on va dire. C'est le médical, même si je bosserai jamais là-dedans, parce que je pense que je pourrais pas. Mais tu vois, tout ce qui est la nouvelle utilisation justement des GAN et des choses comme ça, des modèles pour les radios, pour créer aussi des modèles pour tester pour les médecins, etc. Ça, je pense que c'est révolutionnaire. Ça, je pense que c'est très, très, très puissant. Il y a beaucoup de boîtes qui bossent sur les sujets, hein. Mais ça, c'est particulièrement, je trouve, excitant. Et l'autre domaine dans lequel potentiellement je serais amené à bosser un jour enfin, ça pourrait plus me parler d'un point de vue intérêt personnel, c'est tout ce qui est l'analyse des images satellites, etc., pour des sujets de réchauffement, de biodiversité. Ça, je pense que c'est très puissant aussi. Et je pense qu'il y a peu de gens qui s'intéressent au sujet parce qu'il y a aussi peut-être moins d'argent, des choses comme ça. Mais on doit pouvoir faire tellement de choses pour équilibrer un peu tout ça grâce au visuel en fait, grâce à la computer vision de façon générale. Voilà, ça c'est juste sur la partie image. Après, il y a plein d'autres choses super dans d'autres domaines. Mais sur la partie image, c'est deux domaines qui sont assez que moi je trouve assez excitants en termes de vrai impact quoi en fait, de vrai impact et mesurable et même technologiquement hyper sexy quoi. Technologiquement sexy et puis impact très positif, c'est clair. Ben, merci en tout cas Gaëtan pour ton partage, ton retour d'expérience. J'imagine pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur Miro. Je mettrai le lien en description. Et ben merci encore et à bientôt. Bah, c'était un plaisir Louis, merci à toi. Salut.